Il existe une région en Ukraine où la machine de dérussification la plus puissante a été activée. Maudite au-delà de l'imaginable. Tout Russe qui entre dans cette région sait qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Inquiétant, puissant, des machines, dans le ciel comme au sol, sont à l'affût. Et ceux qui sont derrière le front savent que leurs camarades devant eux ne reviendront jamais. C'est l'endroit le plus traqué d'Ukraine. Bienvenue en enfer les pantins de Poutine. Personne n'en sort vivant. La région maudite, c'est Pokrovsk. Et le grand plan de l'Ukraine est de créer une vaste zone meurtrière qui s'étend sur 100 km, ou plus au-delà de la ligne de front. Il s'agit de provoquer la mort et de briser la logistique russe dans la région, comme l'a révélé le commandant du 7e corps d'assaut aérien ukrainien, Yevhen Lasechuk, lors d'une interview exclusive avec militants. Lasechuk explique que l'objectif est de bloquer les mouvements ennemis à l'arrière du front, en frappant la logistique à l'aide de drones de moyenne portée, tout en maintenant la zone de destruction saturée de drones FPV près du front, qui continue de décimer les soldats russes lançant des assauts dans la direction de Pokrovsk. Maudit n'est même pas le mot pour ce qui attend la Russie. La mort venue du ciel va commencer à s'abattre sur les zones de Pokrovsk, où les soldats russes pensaient être en sécurité. Lasechuk affirme que les occupants veulent faire de Pokrovsk un centre logistique pour lancer des assauts plus profonds dans la région de Donetsk. D'où le blocus logistique. Et si vous avez prêté attention à ce que l'Ukraine a fait ces derniers mois, cette extension de la zone de destruction pour frapper la logistique n'est pas une idée nouvelle. L'Ukraine agit ainsi, depuis qu'elle a développé une nouvelle génération de drones de moyenne portée capables de frapper à plus de 100 km au-delà du front. L'Ukraine a même officialisé cette campagne. Le 27 mai, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé la création de son programme de blocus logistique, qui conduira l'Ukraine à investir plus de 110 millions de dollars dans l'achat de drones de frappe de moyenne portée pour ses unités sur le front. Grâce au système de point E, le financement ira aux brigades les plus performantes, leur permettant d'intensifier les frappes de moyenne portée contre la logistique russe. C'est le plan d'ensemble. À Pokrovsk, Lasechuk a clairement l'intention de profiter de ce programme en créant une vaste zone de destruction qui rend la ville difficile à utiliser comme centre logistique pour la Russie. Lasechuk va s'inspirer de ce que le programme de blocus logistique a déjà accompli contre la Crimée occupée. Sur cette péninsule, une pénurie de carburant et des coupures de courant dues à des frappes sur les centrales de Crimée sont signalées. Les ponts sont anéantis par les bombardements et les convois d'armes et de ravitaillement détruits avant d'atteindre la Crimée. Lasechuk vise à obtenir le même résultat, avec la zone de destruction de 100 km à Pokrovsk. Faire de Pokrovsk une ville fantôme inquiétante, où personne n'ose entrer, redoutant qu'un drone ukrainien ne les pulvérise avant d'atteindre les lignes de front. Il est important d'arrêter l'envoi de munitions, de personnel et d'équipements vers Pokrovsk. Mais c'est le personnel en particulier que Lasechuk veut cibler. Il affirme que la Russie fait entrer des personnes à Pokrovsk, avant de les infiltrer plus loin dans Donetsk, souvent en groupes aussi petits que 2 personnes. Cette stratégie d'infiltration n'est pas nouvelle. La Russie l'utilise depuis 2025 car les drones FPV ukrainiens ont rendu les grandes attaques mécanisées trop coûteuses, en vie et en matériel pour la Russie. Les groupes d'infiltration avancent discrètement. En réalité, ils ne prennent pas de territoire. Ils occupent de petites portions de terrain et se cachent en attendant un soutien qui n'arrive souvent jamais. Mais il y a des objectifs derrière cette stratégie. La Russie exploite l'entrée discrète d'infiltrés, même limitée, à des fins de propagande. Poutine peut dire que la Russie a pris du territoire, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une poignée de soldats cachés. L'infiltration vise aussi à épuiser l'Ukraine. Il n'y a pas de front unique, des dizaines de cachettes doivent être trouvées puis détruites. La Russie a fait évoluer cette stratégie d'infiltration. Forbes a rapporté en juin que les infiltrés russes avancent désormais aussi loin que possible dans les zones de destruction, en créant des avant-postes pour lancer des drones contre les forces ukrainiennes. Leurs stocks sont limités bien sûr. Lorsqu'ils n'ont plus de drones, les infiltrés ne peuvent rien faire d'autre que de rester assis et d'attendre. Mais le chaos provoqué suffit à créer de sérieux problèmes pour l'Ukraine. La zone de destruction de 100 km à Pokrovsk vise à résoudre ce problème. Lasechuk affirme que l'Ukraine vise désormais à éliminer les infiltrés tant qu'ils restent regroupés à l'arrière, plutôt que de leur permettre de s'approcher suffisamment du front pour tenter des infiltrations. C'est là qu'intervient la zone de destruction de 100 km. Des drones à moyenne portée, de l'artillerie à roquettes et de l'artillerie à tubes de longue portée vont frapper Pokrovsk depuis le ciel, anéantissant soldats, ravitaillements et routes logistiques. Imaginez que vous êtes un soldat russe en ce moment. Vous n'avez entendu aucune de ces nouvelles. Vos commandants vous cachent un maximum d'informations, parce qu'ils savent
que vous devez être un bon petit soldat qui obéit aux ordres sans poser de questions. Mais vous savez que Pokrovsk est une zone de mort. Des camarades sont déjà morts les uns après les autres, en essayant de prendre la ville. Et vous savez que le front est infesté de drones prêts à vous détruire instantanément. Vous vous sentez en sécurité à l'arrière, les ordres d'essayer de rejoindre le front n'étant pas encore arrivés. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Un instant, vous vous sentez apaisé. Et vous l'entendez, le bourdonnement d'un drone. Vous pensez brièvement qu'une unité de drones voisine envoie des drones pour bombarder les positions ukrainiennes. Puis vous entendez l'explosion. Une autre suit, puis une autre. Vous êtes attaqué là où vous vous croyez en sécurité, tandis qu'un drone ou une roquette fonce sur vous. Vous prenez conscience trop tard, vous êtes dans l'endroit d'Ukraine où l'on vous traque le plus, et vous n'en sortirez pas vivant. Maintenant, la grande question. Combien de temps avant que l'Ukraine ait mis en place cette zone létale de 100 km ? L'Ukraine est bien avancée sur ce point. Le 7e corps d'assaut aérien semble déjà avoir presque tout ce qu'il faut pour réaliser ce qu'annonce Lassetchuk. Militani indique que le corps a déjà des structures de personnel et d'organisation permettant de déployer des drones de moyenne portée avec des ogives de différentes puissances selon les besoins. C'est intelligent. Cela signifie que le corps est capable d'identifier les cibles et le niveau de puissance de feu nécessaire pour les neutraliser. Il n'utilisera pas de drones puissants pour des cibles pouvant être détruites avec quelques kilos d'explosifs. Le 7 juillet, il a été rapporté que le corps avait reçu un stock de drones FP2 et qu'il les utilisait déjà pour mener des frappes réussies contre les occupants dans la direction de Pokrovsk. Ces drones sont justement nécessaires pour créer une zone létale de l'ampleur qu'annonce Lassetchuk. Depuis la mise à niveau de mai, elles peuvent transporter des ogives de UX 100 kg. Ces drones, conçus par Firepoint, parcourent jusqu'à 370 km avec leur lourde charge utile. Nous pensons que le 7e corps d'assaut aéroporté utilisera ces drones pour détruire des cibles fortifiées derrière les lignes ennemies. D'autres drones d'attaque à moyenne portée pourraient rejoindre l'arsenal du corps, où sont déjà présents sans être annoncés. En résumé, le 7e corps d'assaut possède déjà des drones d'attaque à moyenne portée, donc la zone de destruction de 100 km est déjà active, même si elle n'est pas aussi vaste que Lassetchuk dit qu'elle le deviendra. Voici ce qui attend les occupants dans la région de Pokrovsk. L'Ukraine va créer une structure de zone létale à plusieurs niveaux, qui rendra extrêmement difficile pour la Russie d'utiliser Pokrovsk comme centre logistique, ou d'avancer le long du front. Vous avez d'abord le type de zone de destruction que la plupart connaissent maintenant, s'étendant jusqu'à 30 km du front. Ce type de zone de destruction est infesté de drones FPV, et d'autres défenses destinées à ralentir les soldats russes. Fossés anti-chars, barbelés, mines et dents de dragon composent les défenses de la zone de destruction traditionnelle. Outre l'élimination des soldats russes avançant directement, les défenses peuvent également être utilisées pour canaliser les soldats sur des itinéraires qui les mèneront directement dans des pièges. Ce genre de zone létale subsistera à Pokrovsk. Elles seront simplement associées à la nouvelle zone de tir, entre environ 30 et 100 km du front, là où les drones de moyenne portée font des ravages. C'est là que des drones comme le FP-FP2 interviennent. Ils frapperont la logistique, les postes de commandement, les rassemblements de troupes, et bien plus encore. Cela entraînera des assauts affaiblis sur le front. La couche de 30 km de la zone de destruction continuera à remplir son rôle, mais subira moins de pression de la part des infiltrés. Les défenses dureront plus longtemps, et les soldats ukrainiens tiendront leur position car encore moins de soldats les atteignent. Pour la Russie, cette large zone de destruction signifie une chose.
des pertes à l'appel. C'est la dernière chose dont la Russie a besoin à Pokrovsk ou dans la région de Donetsk actuellement. La Russie perd bien plus de 1000 soldats chaque jour. Et souvent plus de 1500, car cette période a vu la Russie perdre 1600 soldats morts ou blessés. L'avancée à Donetsk se passe également mal. Avant même la création de la zone de destruction de 100 km à Pokrovsk, les forces russes doivent sacrifier plus de 400 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elles gagnent à Donetsk, selon le commandant en chef sortant des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, rapporté par RBC Ukraine le 14 juillet. La nouvelle zone de destruction de Pokrovsk ne fera qu'aggraver ces chiffres pour la Russie. Mais il reste un sujet non abordé. La Russie n'a-t-elle pas déjà pris Pokrovsk ? Et si c'est le cas, comment l'Ukraine pourrait-elle créer une zone de destruction dans la région? Nous répondrons à ces questions et expliquerons la zone de destruction de 100 km. Rappel, vous regardez l'émission Military Show. Si notre chaîne vous semble instructive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir nos vidéos dès leur publication. Alors, Pokrovsk, la Russie a bien affirmé avoir pris la ville. Et le mot-clé ici, c'est affirmer. En décembre, la Russie a annoncé avoir franchi les défenses ukrainiennes à Pokrovsk et officiellement revendiqué la prise de la ville. Ces déclarations ont été faites de façon suspecte pour coïncider avec un nouveau cycle de pourparlers de paix fin 2025. Il est vite apparu que la Russie mentait sur Pokrovsk pour obtenir un levier dans les négociations. Le but de Poutine est de revendiquer toute la région de Donetsk, et faire croire à la chute d'une ville clé lui aurait permis de prétendre que l'effondrement des défenses de Donetsk était inévitable. La Russie n'avait pas pris Pokrovsk en décembre. Encore le 18 mai, l'Ukraine contrôlait des positions dans le nord de la ville, mais ces positions étaient lentement isolées. La situation de l'Ukraine n'est certainement pas bonne à Pokrovsk, surtout lorsqu'on parle uniquement de la ville qui donne son nom à la région, mais c'est justement le but. Pokrovsk ne désigne pas uniquement la ville, cela désigne une région que la Russie doit encore traverser pour poursuivre ses ambitions à Donetsk. Les combats font toujours rage à Pokrovsk, qui subit certaines des attaques les plus intenses lancées par la Russie sur toute la ligne de front. Le 20 juillet, Metz a rapporté que la Russie avait déclenché 186 affrontements sur la ligne de front au cours des 24 heures précédentes, avec 25 attaques ayant eu lieu dans la direction de Pokrovsk. Cela représente plus d'un huitième des attaques sur tout le front. Concentré sur une seule région, l'UNN a indiqué un nombre légèrement inférieur de 22 attaques dans le secteur de Pokrovsk, bien qu'il ait ajouté que 3 affrontements étaient en cours. Il a aussi signalé que la Russie avait attaqué plusieurs localités dans la région de Pokrovsk, dont Toretska, Emiana et Novopavlivka. Le point que nous soulignons ici, c'est que même si la ville de Pokrovsk est peut-être pratiquement tombée, la région dans son ensemble reste toujours une zone de guerre. La Russie emploie toujours les mêmes stratagèmes dans cette zone de guerre. Dans son rapport du 18 juillet sur la campagne russe, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a déclaré que la Russie continue d'exagérer ses gains et de prétendre avoir pris des localités qu'elle n'occupe pas réellement, tout comme elle l'a fait à Pokrovsk en décembre 2025. Alors, que se passe-t-il réellement à Pokrovsk ? Une avancée incroyablement lente et laborieuse de la Russie, qui tente enfin de percer la région afin de pouvoir se diriger vers Dobropelia. Cette région servirait alors de porte d'entrée vers les villes de la ceinture fortifiée que sont Sloviansk et Kramatorsk, qui se trouvent à environ 50 km au nord. Empêcher cela rend la zone létale de 100 km vraiment cruciale. Pokrovsk est déjà devenu un bourbier, où les troupes russes avancent difficilement et à un coût élevé. Avec une zone létale élargie à Pokrovsk, l'Ukraine peut encore freiner ses avancées, ce qui lui laisse plus de temps pour renforcer la ceinture fortifiée, déjà solide. Vous pourriez voir des opportunités de contre-attaque à Pokrovsk, dues à l'affaiblissement de l'arrière russe, que l'arrivée de drones de moyenne portée pourrait causer. Nous ne disons pas que l'Ukraine pourrait reprendre la ville, mais elle pourrait libérer certaines zones, qu'elle pourrait ensuite fortifier, et utiliser pour étendre encore plus en profondeur les zones létales. L'Ukraine doit aussi considérer autre chose. Selon un rapport du 6 juillet, New Voice of Ukraine affirme que la Russie veut faire de Pokrovsk un centre de commandement et de logistique pour ses troupes au nord. La ceinture fortifiée, notamment Kramatorsk et Sloviansk, a de nouveau été mentionnée. Pour cela, une source du 7e corps d'assaut aérien a déclaré aux médias: les Russes cherchent surtout à attirer un maximum de force et de moyens à Pokrovsk. Au milieu d'un ralentissement des assauts qui avait lieu à ce moment-là, l'officier a poursuivi. L'ennemi veut installer le quartier général de son groupement à Pokrovsk. Dans un certain sens, cela paraît logique. Si vous regardez plus à l'ouest, il n'y a pas de grande ville là-bas. Et ensuite, c'est déjà Pavlivka. Permettre à la Russie de créer ce centre est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Lors de ce rassemblement de soldats à Pokrovsk, l'Ukraine perçoit une opportunité. Pokrovsk est une petite ville.
Les troupes rassemblées là-bas n'ont pas beaucoup d'endroits où aller. La plupart de la ville est désormais en ruine. Ils deviennent ainsi des cibles idéales pour une campagne de frappe à moyenne portée. Avec l'élargissement de la zone de destruction de Pokrovsk à 100 km, l'Ukraine peut tirer parti du fait que Pokrovsk était la seule ville, à des kilomètres à la ronde, que la Russie puisse utiliser comme base pour avancer plus profondément dans la région de Donetsk. Les atouts logistiques, qui faisaient de Pokrovsk une ville précieuse, sont maintenant un désavantage pour la Russie. Peut-être que l'Ukraine pressent qu'elle pourrait utiliser cette stratégie pour libérer Pokrovsk un jour. Mais en fin de compte, la zone de destruction de 100 km ne se concentre pas sur cet effort de dérussification. Pas encore. Il s'agit principalement de protéger le reste de Donetsk de ce que la Russie tente de faire. Malgré la lenteur de l'avancée et le nombre insensé de pertes, Poutine ne va pas arrêter d'essayer de faire tomber Donetsk. Il pense que la Russie l'emporte dans la région, comme le démontrent ses déclarations du 4 juin, selon lesquelles la part du territoire détenu par l'Ukraine à Donetsk est passée de 25% à 15%, c'est encore exagéré, et basé sur de fausses affirmations de prise de localité, ainsi que sur la tendance russe à prétendre occuper un territoire dès qu'une unité d'infiltration y pénètre. Tant que Vladimir Poutine pensera que la Russie gagne à Donetsk, aucune négociation de paix n'aura lieu. Bloomberg l'a rapporté le 22 juillet, affirmant que 2 personnes proches du Kremlin ont déclaré aux médias que Vladimir Poutine n'a aucune intention de reprendre les négociations de paix, tant que Donetsk ne sera pas sous contrôle russe. Avec cette information, la tâche de l'Ukraine est simple, empêcher la Russie de prendre Donetsk. La meilleure façon d'y parvenir est de créer des zones de destruction si vastes que le coût de la prise de Donetsk devienne trop lourd à supporter pour la Russie. C'est à cela que sert la zone de destruction de 100 km à Pokrovsk. L'Ukraine ne vise pas la libération de territoire pour l'instant. Elle veut user la Russie, faire payer à la Russie le sang de ses soldats et le carburant de ses machines pour chaque kilomètre gagné. Nous voyons peut-être déjà l'impact de cette nouvelle zone de destruction. Dans les secteurs de Sloviansk, Dobropelia et Konstantinivka de la région de Donetsk, la Russie n'a réussi à gagner seulement 17,33 km² pendant la semaine précédant le 20 juillet, ayant réussi à avancer de 26,7 km² la semaine précédente. C'est ce que l'Ukraine veut voir. Un ralentissement dans les régions que le centre logistique de Pokrovsk est censé soutenir. Avec la multiplication des drones de moyenne portée, le chaos s'installe à Pokrovsk. Ce ralentissement mènera à une impasse, où des soldats russes mourront sur le front et à Pokrovsk. Pokrovsk devient un terrain de chasse pour les drones ukrainiens. Les drones FPV et de moyenne portée s'unissent dans une stratégie en couche, transformant ce qui devait être le théâtre de la plus grande fausse victoire russe en 2025 en zone maudite pour les soldats de Poutine. Peut-être verrons-nous l'Ukraine éliminer des cibles majeures à Pokrovsk, tout comme elle l'a fait ailleurs dans la région de Donetsk. À peine une semaine avant que l'Asséchouk ne fasse sa grande annonce, l'Ukraine a lancé l'opération Enfer pour éliminer une cible cachée à Donetsk liée au réseau logistique russe. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, alors regardez notre vidéo. Nous analysons l'opération Enfer et expliquons le type de frappe qui pourrait bientôt se répéter à Pokrovsk. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous au Military Show pour des vidéos quotidiennes sur l'actualité en Ukraine. Et merci comme toujours d'avoir regardé.